Voilà, bonsoir tout le monde. Comme prévu, je dois ce soir, je dois ce soir m'adresser à vous pour un direct de l'œil. C'est vrai, Loretta, il est fou Loretta, mais je ne pouvais ne pas m'empêcher parce que avec le temps qui est passé, il y a beaucoup de choses à se dire et il est important que je donne mon avis et par le biais de ce direct, le Nakata, tu es devenu très rare mon frère, par le biais de ce direct et surtout en m'adossant sur les questions, Giorgio Steele, tu es perdu mon frère, surtout m'adossant sur les questions que les amis auront posées au cours de la semaine. Alors, je commencerai par le ballon d'or. Luka Modric a été voté ballon d'or. Ceci suivait ces distinctions individuelles qui ont commencé depuis le mondial avec meilleur joueur du mondial, meilleur joueur UEFA, meilleur joueur FIFA. Il a ponctué cela avec meilleur joueur, avec ballon d'or, meilleur joueur de Croatie. Donc, pour moi, c'est normal. Ce qui cloche pour moi, c'est que les critères de ballon d'or deviennent un truc assez difficile à expliquer. Moi, je me plais souvent à dire que c'est la force des marketistes aujourd'hui qui contrôlent le football parce que tu as Modric qui est ballon d'or, tu as un podium qui est fait de Cristiano Ronaldo et de Griezmann. Griezmann déjà, je vais être honnête avec vous, pour moi c'est une arnaque. Je ne vois pas comment Griezmann peut se retrouver sur le podium des ballons d'or cette année. Les gens me disent, écoute, Griezmann, il a fait une grosse saison, il a gagné l'Europa. Ouais, le grand Rodgers. Griezmann, il a gagné l'Europa League, il a gagné la Coupe du Monde. Les gens trouvent que c'est assez pour qu'il soit sur le podium du ballon d'or. Moi, je m'insurge. Je m'insurge parce que si le ballon d'or, par son essence, est une récompense individuelle, on doit s'inspirer des qualités, des caractéristiques footballistiques individuelles des personnes qui les poussent à arriver au sommet et à se distinguer mieux que les autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit également que Griezmann, pour moi, n'est pas... Il est peut-être un crack, mais il n'est pas un top player. Il n'est pas un top player parce que c'est un joueur... Je ne sais pas, peut-être Diego Simeone est le seul entraîneur avec Didier Deschamps un peu au monde qui peut vous dire voici sa qualité. Ce n'est pas un joueur qui dégage une qualité, tu ne vas pas dire Griezmann c'est un joueur qui sait faire telle chose à perfection. Je vais prendre des exemples. Tu as Léo Messi, tu dis 1 contre 2, Léo Messi il est inarrêtable. Tu as 1 contre 1, tu as Neymar, tu dis 1 contre 1, Neymar il est inarrêtable. Tu as Cristiano Ronaldo, tu dis 90 minutes, quelle que soit la défense qui est en face de lui, il va tirer un ballon au goal. Ça, c'est des caractéristiques spécifiques qui font un joueur. Griezmann, il ne s'en dégage pas une caractéristique spécifique du joueur à mon égard. Alors, il fait le podium du ballon d'or, accompagné de Cristiano Ronaldo et du croître Modric qui gagne. La remarque que je fais à côté de cela, c'est que... Bonsoir mon frère Rico. La remarque que je fais à partir de ça, c'est que Messi, une fois de plus, sort d'une saison immense. Messi sort d'une saison indescriptible. Les chiffres parlent. Messi sort d'une saison encore où il en a mis 49 en but et 27 en passe décisive. C'est suffisant. Individuellement, il gagne le championnat et il gagne la Coupe du Roi. C'est suffisant aussi pour qu'il soit sur le podium. Mais on dit qu'il a terriblement raté son mondial. Je suis d'accord. Il n'a pas été à la hauteur au mondial. Mais sauf que, qu'on arrive aussi à nous dire, écoutez, l'année du mondial, le mondial devient une priorité pour le ballon d'or. On s'appuie dessus et on avance. Mais ce sera un truc qui va gêner parce que Wesley Schneider a eu des très bons chiffres en 2010. Messi qui gagne le ballon d'or et qui, avec sur le podium, Messi, Xavi, lui n'est que troisième. Pourtant, il a des meilleurs chiffres pour le gagner. Une année de mondial. Donc, je crois qu'on est arrivé, si le football évolue autant que le journalisme, autant que les transferts dans le football, si la politique football évolue, il faudrait qu'à un moment on se dise, ben tiens, il faut un ballon d'or à tous les postes.
Il faut 11 ballons d'or sur un terrain désormais. Parce que à avoir un seul pour le suprême de tous et ne pas pouvoir être cohérent pour sa distinction, pour son élection, devient un problème. Ben, là, c'est arrivé et je suis tranquille. Mais ce qui me gêne à côté de ça, c'est l'attitude de Cristiano Ronaldo et de Messi. Je crois que ces deux arrivent à des moments à croire qu'ils sont les dieux du football. Je voudrais que par respect, Modric a toujours été à toutes les remises de ballon d'or parce qu'il est capitaine de la Croatie. Il vote. Il a toujours été. Parce que c'était soit Messi, soit Ronaldo, des gens avec qui il jouait en Espagne. Il a toujours été. J'arrive pas à comprendre pourquoi depuis meilleur joueur FIFA, meilleur joueur UEFA, jusqu'au ballon d'or, ces gars ont refusé d'être présents pour féliciter ce gars, pour encourager ce gars et pour lui dire, écoute, à 31 ans, tu le gagnes, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'énorme. Non, ils ne l'ont pas fait. Messi et Cristiano Ronaldo ont refusé d'être à la remise du ballon d'or. Je m'interroge. Veut-il nous dire qu'à chaque fois qu'ils l'ont gagné, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs? Non. Alors, un joueur avec les caractéristiques que Cristiano Ronaldo offre aujourd'hui, il est plus un produit d'un collectif qu'un produit individuel. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à comprendre qu'il a ces 5 derniers ballons d'or, il les a gagnés, les 4 d'ailleurs, au Real de Madrid et avec Modric. Ce gars a contribué tous les jours pour lui. Le minimum était d'être présent au moins à une des 3 remises de récompenses qu'il a eues sur un terrain où Cristiano Ronaldo était censé y être. À l'occurrence, au ballon d'or, meilleur joueur UEFA et meilleur joueur FIFA. Tu dois y être. Tu dois y être. Tu dois communier avec le gars. Il a toujours été pour toi sur le terrain. Il a toujours été pour toi en dehors à ces récompenses-là. Après, c'est un mec, tout le monde le dit, Modric est naturellement timide. C'est pas un mec qui se fait des amis. Il est naturellement timide. Alors, tu lui fais cet honneur. Ronaldo et Messi ne l'ont pas fait. Et comme on dit souvent, parfois, on est grand, riche et on est pétri d'orgueil. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil, mais c'est malvenu. Je n'ai pas aimé l'attitude et je suis personne de spécial pour pouvoir critiquer ces deux mecs-là. Mais à mon avis sur eux, c'est qu'ils auraient pu faire mieux. Alors, ça, c'est la page Ballon d'Or. Et derrière, il y a une question qu'un ami m'a posée du pays. Il m'a dit, mais Viali, pourquoi Mbappé est 13e au Golden Boy alors qu'il est 4e au Ballon d'Or? Il est 4e au Ballon d'Or. Il est 13e au Golden Boy. Golden Boy, c'est quoi? C'est la récompense, c'est la distinction qui récompense les meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Mbappé l'a gagné l'année dernière. Avant lui, il y a eu le Portugais du Bayern qui l'a gagné aussi. Et avant lui, il y a Pogba qui l'avait gagné. Donc, on dit, comment il peut être Golden Boy? Il peut être 13e au Golden Boy alors qu'il a été 4e au Ballon d'Or. Moi, j'ai fouillé. Et je suis tombé sur un forum où ça discutait à propos avec des anciens footballeurs et autres. Ma surprise a été grande, mais ça a un peu rejoint ce que je pensais. Le Golden Boy aujourd'hui, on récompense le meilleur joueur de 21 ans. Mais malheureusement, étant un titre nouveau qui n'est pas trop bling-bling, les gens sont encore unanimes. De... Non, Messi n'était pas à la remise du Ballon d'Or, Abou, s'il te plaît. Messi n'y était pas. Neymar même n'y était pas. Neymar même était à Paris, mais il n'y était pas. Il allait à la pub il allait à la lancée de promotion de son truc de son truc de vidéo commerçante là, de son jeu, un truc un peu plus genre PlayStation où il est le héros. Donc, je disais, le Golden Boy récompense les meilleurs joueurs du monde 21 ans. Et là, on était sur le forum et on discutait. Et on a été unanime. À un moment, je me suis rendu compte que la majorité pensait que le Golden Boy aujourd'hui est encore vrai. Encore vrai comment? C'est-à-dire on récompense un joueur de moins de 21 ans. Comme ce n'est pas encore trop bien, mais ce n'est pas un titre trop regardé, on arrive encore à récompenser les gens par leur qualité. La preuve, le vainqueur est un défenseur. Le néerlandais de l'Ajax, défenseur de l'Ajax. Bon, c'est vrai que les gens disent non, écoute, on a commencé à regarder ses matchs depuis son match Pays-Bas-Portugal où il a fait un marquage strict sur Ronaldo. Il a été brave. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ce petit Delight, ce petit De Jong, il a commencé à être regardé depuis la dernière Coupe du Monde. Dernière Coupe du Monde junior, je ne sais pas si c'était les moins de 19 ans où il était. Il avait fait une forte impression. Retourné, de là, il est devenu titulaire à l'Ajax à 19 ans. Alors,
Aujourd'hui, à l'Ajax, à 17 ans et demi, il est devenu titulaire. Aujourd'hui, il a 19 ans à l'Ajax, 20 ans pratiquement, toujours titulaire. Donc, ça fait un moment qu'il a un suivi. Alors, c'est un peu dérangeant parce que l'Ajax n'est pas un club qui joue les hauts tableaux, on ne regarde pas toujours. Mais sinon, le mec, c'est un mec bien, c'est un bon joueur. Serait plus de là au milieu de terrain, j'aurais été d'accord aussi. Pourquoi pas Mbappé? Parce que Mbappé, c'est un joueur qui est grand pour le moment. Il est puissant, il est brave. Il a même les meilleurs stats que Messi et Ronaldo au même âge. Il a les meilleurs stats. Parce que Ronaldo, à son âge, à ses 19 ans, avait 0 but en Champions League. Lui, il en a 13. Messi en avait 4. Lui, il en a 13. Donc, c'est des petits chiffres qui montrent que Mbappé est vraiment puissant. Il est puissant, mais il n'est pas le plus fort. Parce qu'au même âge, ce que faisaient déjà Messi et Ronaldo avec un ballon, Mbappé ne le fait pas. Mais le Golden Boy reste une distinction des moins de 21 ans où on regarde encore le talent pur, le joueur. C'est-à-dire, on regarde encore. Renato Sanchez l'a gagné parce que c'était encore le joueur. C'est-à-dire l'instinct, ce football qu'on ne peut pas décrire. Quelqu'un qui sait faire quelque chose parce qu'il est un peu doué ou parce qu'il est très doué. Bon, en attendant, quand il passe maintenant au niveau pro où Adidas, Puma, Nike et autres se mettent dans l'affaire, avec les grands agents, les présidents de clubs qui s'y mettent, déjà Zlatan Ibrahimovic a dit l'autre jour, aujourd'hui on se rend compte que ce n'était pas Cristiano Ronaldo, l'adversaire de Messi au Ballon d'Or, mais c'était Florentino Pérez. Ça s'est dit, c'est le topo de Zlatan, c'est pas de moi. On se rend compte aujourd'hui que le vrai adversaire de Messi au Ballon d'Or n'a jamais été Ronaldo, il a toujours été Florentino Pérez. Alors, Zlatan, c'est un super grand joueur qui est dans le milieu, qui comprend certaines choses, qui sait que la politique mafia sport existe, qui sait, comme je l'avais dit dans un direct ici, après la finale de Champions League gagnée par le Real, l'année où ils éliminent la Juve, j'avais dit aux gens, au vestiaire, pendant qu'on va choisir Ramos pour le test sanguin, sont redescendus au vestiaire le président de l'autorité espagnole, le chef du gouvernement Raúl, Florentino Pérez, président du Real de Madrid, Tebas, président de la fédération. Les trois se sont rendus à la cabine de test. J'ai fait un direct où j'ai expliqué ça au lendemain parce que ça avait jazzé un peu et j'ai eu ça aux médias. Très vite, j'ai fait un direct pour dire aux gars, c'est pas normal. Ces gens-là, déjà que ton coéquipier ou ton entraîneur n'entre pas en cabine. On dit non, c'était l'euphorie de trucs. Mais voici que 2 années plus tard, c'est sorti. Oui, Nakata, tu as raison sur toute la ligne. Les paroles de Zlatan ne sont pas l'évangile. Ça, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que ce qu'il a dit sur 5 ballons d'or de Cristiano, il a mérité les 5 ou il ne les a pas mérités. Ça, il a mérité ses ballons d'or. C'est ce qu'il faut dire parce que les faits sont là. C'est un vote. Alors, mais la réalité aujourd'hui, Zlatan veut juste nous faire comprendre jusqu'à quel point certains présidents pèsent sur le football. La preuve, je te dis, aujourd'hui, on a reconnu le test positif à un produit non autorisé au football de Ramos au cours de cette Ligue des Champions. Pourtant, le jour des tests, j'ai toujours demandé pourquoi Raúl est allé au vestiaire, à la salle des tests, pourquoi Tebas et pourquoi Florentino Pérez. Ça aurait été un joueur quelconque, on ne le ferait pas, on aurait même accepté sa suspension. Moi, je me rappelle Chelsea d'Adrien Moutou. C'est Mourinho en test interne qui se rend compte que Moutou utilise un produit non adapté au-dessus de l'éphédrine. Et il met le joueur en suspension et il fait le courrier à l'UEFA pour la suspension du joueur. Comme quoi il y a des clubs qui ont des institutions qui arrivent à punir les joueurs sans même attendre que ce soit l'extérieur. Alors, l'honnêteté aurait voulu que les dirigeants espagnols soient distants de l'affaire et qu'on ait les résultats acquis et que la suspension arrive s'il le faut. C'est de ça que je parle. C'est de ça. Donc, les paroles de Zlatan ne sont pas l'évangile, non, mais on sait aujourd'hui la puissance. Je respecte Florentino Pérez. À un doigt, Ronaldo aurait encore gagné le Ballon d'Or cette année. Il aurait joué la saison à Madrid et gagné le Ballon d'Or qui aurait été à l'effigie de la Juventus. Moi, je te dis aujourd'hui, Nakata, c'est un combat que se mènent les grands clubs. À cette période, les transferts ont aussi cet impact-là, de savoir si on peut prendre un joueur qui est supposé gagner un Ballon d'Or et l'avoir pour nous. Les clubs font cette bataille-là aussi. Ça, les clubs le font, cette bataille-là.
Donc, Florentino Pérez l'a gagné, il s'est rendu compte, je ne peux pas l'avoir Ronaldo. Ben, du coup, faudrait pas aussi qu'il ramène ce ballon d'or à la Juventus de Turin où il n'aura joué que moins de 10 matchs avant le test. Parce qu'on est pratiquement en train de jouer les 13e journées aujourd'hui. Tu vois qu'un gars aurait joué peut-être 10 matchs pour avoir un ballon d'or qui aura l'effigie de la Juventus. Non, je ne peux pas mettre ça sur le compte que ce soit des joueurs éternels insatisfaits. Je crois juste qu'ils ont un ego surdimensionné. C'est un melon qui n'est pas bon. C'est un manque d'humilité. Avant eux, les ballons d'or, c'est vrai, personne n'en a amassé autant qu'eux. Mais j'ai toujours vu des gars venir. J'ai toujours vu les prédécesseurs venir remettre leur ballon d'or aux nouveaux gagnants. C'est pour ça que je trouve que Ronaldo aurait mérité d'être là pour dire, écoute, le fanion, je te le remets cette année. Et la bataille est ouverte. Ça aurait rendu le truc plus galant. Modric était là avec son ballon d'or, sans aucun ancien ballon d'or à côté de lui. Je suis récent, ni Messi ni Ronaldo. C'est pratiquement une insulte. J'ai pas aimé. Après, la FIFA et l'UEFA sont tellement bizarres que je ne sais pas s'il y a des peines autour de ça. Mais ils auraient dû faire quelque chose. Ça se faisait à Paris même. Neymar, qui par exemple a su qu'il ne sera pas sur le podium, n'est même pas carrément venu. Donc, il y a ces événements-là. Ça, c'était le cas du ballon d'or et le Golden Boy, où le Golden Boy, comme je l'ai dit tout à l'heure en résumé, c'est que ceux qui le gagnent encore, c'est des talents purs, c'est des footballeurs. Voilà, ça c'est ce qui était autour du ballon d'or et de cette distinction individuelle cette année. Maintenant, je vais au championnat anglais sur le cas Mourinho. Mourinho a été débarqué de Manchester United. En allant jouer à Liverpool, je crois que lui, il savait qu'en cas d'échec à Liverpool, il partirait. Mais personne d'autre ne le savait. Je soupçonne pourquoi, parce que à la conférence de presse d'avant-match d'un jour avant, on lui dit, votre agent Jorge Mendes n'a jamais été au courant, n'a jamais partagé la rumeur du fait que vous pouviez retourner au Real de Madrid. Il dit que vous vous sentez bien à Manchester et que vous y êtes jusqu'au bout, vous irez jusqu'au bout de votre contrat. Lui, il a dit, je m'en fous de ce que dit Mendes. Je suis à Manchester et je prépare mon match. C'était un peu flou. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que dans son ton un peu nerveux de cette conférence de presse-là, le message était arrivé, il avait la pression et que ce que Mendes disait, c'était que négociant la clause de libération derrière, la clause de limogeage derrière, elle serait peut-être assez salée pour que Manchester se rebiffe comme il s'était déjà rebiffé au début de saison. Mais malheureusement, le club était décidé à passer à autre chose, à tourner la page parce que ce que nous autres simples fans, on voit, c'est un match de 11 entre 11 à la télé. Mais le football professionnel et les grands clubs sont au-dessus de cela. La FIFA, l'UEFA, pardon, pour mettre la pression aux grands clubs de se faire plus d'argent, a fait que les matchs de poule aient des quotas qui te permettent de faire des gains. Du coup, une équipe qui joue en phase, qui sort des phases de poule de Ligue des Champions et qui a gagné tous ses matchs, empoche facilement, je dis bien en phase de poule, empocher s'il a gagné, il y a 4 par poule, ça veut dire 3 fois 2, 6. S'il a gagné 6 matchs, il l'empoche facilement, je vous dis bien facilement, dans les 300 millions. Oui. Parce que quand tu vois une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a fait 2 victoires, qui a fait 3 victoires, 3 nuls, ils s'en sortent avec presque 150 millions d'euros en phase de poule. Lyon s'en sort avec un truc, avec une victoire et 3 matchs nuls. S'en sortent avec sensiblement 110 000, comme 100 millions environ. Donc, ça rapporte tellement qu'aujourd'hui, les clubs, même en match de poule de Ligue des Champions, vous voyez, les dernières journées même étaient serrées. Tout le monde veut gagner. Parce que gagner, c'est un gain. Gagner, c'est un gain et ça permet aux clubs d'offrir aux joueurs les meilleurs salaires. Les clubs qui gagnent plus peuvent payer les meilleurs salaires parce qu'ils ont de l'argent pour le payer. C'est ça la réalité. C'est pour ça que vous voyez, Arsène Wenger quitte Arsenal, c'est parce qu'on trouve que depuis un moment, sa politique ne permet plus au club de jouer la Ligue des Champions. Les manques à gagner commencent à se faire ressentir. Mourinho aujourd'hui part parce que une équipe comme Manchester United et son ancien journaliste de Porto a dit, Pogba, son contrat de 110 millions avec bonus, a été
complètement remboursé en 6 mois. Alors, vous voyez, et quand on dit complètement remboursé en 6 mois, ça veut dire avec la tournée asiatique, la vente de maillots, la promotion, le joueur rapporte tellement. C'est-à-dire un joueur comme Pogba acheté à 110 millions et que 6 mois plus tard, il a compensé ce manque à gagner. Ce 6 mois-là en football professionnel, il est en dessous de 20 matchs aujourd'hui avec le club. Parce que ces matchs de repos et autres, les coupes qui ne jouent pas pour faire tourner l'équipe, il a remboursé ses dettes envers le club. Maintenant, il y a Adidas qui l'appelle le week-end pour faire un shooting à New York avec d'autres stars comme Kobe Bryant et tout. Il y a tel, si c'est Volkswagen c'est Chevrolet qui avait Manchester, Chevrolet qui l'appelle pour faire la pub de la nouvelle Chevrolet, pour mettre son effigie, pour aller au shooting, image. Tout ça rapporte tellement au club, c'est des contrats pour un seul joueur. Adidas parfois prend des joueurs, je vais vous dire, pour un shooting de 2 jours, caché dans les 10 millions d'euros pour le joueur. Pour son image. C'est où vous entendez les joueurs ont les problèmes tout le temps, on dit problème de droit d'image. Ça rapporte tellement. Et ces joueurs, quand ils vont faire ce shooting, ayant signé des contrats avec des clubs professionnels, cette image-là, ce shooting-là est adossé au club. Parfois, sur 10 millions du contrat, le joueur dedans aura peut-être 2 millions dans ce contrat shooting. Parce que ça c'est adossé sur les clubs qui doivent lui faire un programme d'entraînement adéquat avec ce programme de déplacement. Comme par exemple à ce moment, le tollé autour de Neymar au PSG, c'est que il n'a pas trop de temps à la tête au football parce qu'aujourd'hui, Neymar est l'un des joueurs les plus publicitaires du monde. Peut-être c'est même le plus publicitaire en ce moment, Neymar. Donc, du coup, le gars passe plus de temps entre deux avions à faire des choses qui concernent la publicité et qui rapportent beaucoup d'argent que le terrain. C'est où on respecte beaucoup Messi et Ronaldo parce qu'ils ont pu associer ça. Beaucoup n'ont pas pu. Beaucoup n'ont pas pu. Beaucoup se sont écroulés en chemin. Beaucoup se sont écroulés en chemin. Donc, voilà un autre côté, voilà le côté business du football qu'on ne se rend pas compte. Gagner une Ligue des Champions aujourd'hui rapproche les équipes du milliard. C'est-à-dire apprendre les revenus depuis les phases de poule, match d'élimination directe jusqu'à la finale. Aujourd'hui, gagner une Champions League rapproche un club du milliard. Donc, plus tu gagnes en Champions League, plus tu es apte à initier la prochaine saison parce que tu as amassé. Donc, aujourd'hui, Manchester s'est mis au défi. On fait partir un entraîneur qu'on payera une vingtaine de millions d'euros pour le libérer. Et on garde un joueur qui pourra, si l'équipe reprend du rythme, avec son image en 3 mois, 2 mois, nous remettre cela. C'est ça le deal. Et je vous le redis, Arsenal, cette saison, Emery aura une enveloppe. Oui, il aura une enveloppe pour solidifier son club. Parce que faire une 3e saison sans jouer la Ligue des Champions coûtera cher à Arsenal. Dans quel sens? Ils ne pourront pas, avec cette image-là, attirer des joueurs qui produisent des revenus. Ils ne pourront pas adosser sur une forte masse salariale parce qu'ils auront retenu des joueurs qui ont toujours une bonne masse salariale. La preuve, sagement, ils sont en train de se libérer de Ramsey. Ils pensent se libérer de Ozil, qui aimerait de nouveau jouer la Ligue des Champions et qui n'a plus trop la tête d'Arsenal parce qu'ils sentent que peut-être ils n'y arriveront pas encore cette année. Ils veulent déjà intelligemment se libérer de ces 2 grosses charges, masse salariale. Or, compenser en qualité ne sera pas évident. Mais ils prendront des joueurs modestes qui rentreront dans les critères financiers pour leur permettre d'avancer. À ce moment-là, Arsenal sera un peu comme Tottenham en Angleterre. C'est-à-dire une équipe qui a une dynamique, mais qui n'a même pas un seul top joueur. Vous allez me dire, Harry Kane est un top joueur. Oui, ce gars arrive à te faire chaque saison plus de 25 buts. Mais sauf que ces buts sont comme des paniers de Iverson en NBA. Des paniers qui n'amenaient jamais son club au playoff. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, il faut pouvoir... Aujourd'hui, Pochettino a encore accepté à Tottenham. C'est parce qu'il arrive à faire jouer cette équipe chaque année la Ligue des Champions. Oui, ben Ozil, Yannick, je te connais ton amour pour ton club, mais Ozil veut partir, il n'a plus la tête là. Tu vois, il joue avec la réserve. Il ne faut pas qu'il se blesse. Il ne faut pas qu'il se blesse. Il se blesse là. Il ne vaut rien. Pourtant, le gars veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il est en train de sentir déjà l'effet sur ses droits d'image qui ont chuté carrément. Ramsey veut partir parce qu'il faut jouer la Ligue des Champions et avoir... Parce que les footballeurs, ce qui leur fait vivre, ce qui leur fait gagner plein d'argent, ce n'est pas le salaire. C'est les droits d'image.
C'est un peu comme le bonus au service et qui est souvent un bonus tellement soutenu que ces gars arrivent à vivre dessus. Quand tu vois le coût de vie d'un joueur comme Gareth Bale, Bale, c'est ses droits d'image aujourd'hui qui lui permettent de s'offrir ce coût de vie qu'il a. Parce que c'est quand même un des rares footballeurs au monde qui a un coût de vie assez élevé. Gareth Bale, peut-être même le plus. Alors, il adosse cela sur ses droits d'image. S'il n'aurait pas eu ces gros droits d'image qu'il a aujourd'hui, je ne crois pas que Bale aurait le coût de vie qu'il a. Mais parce qu'il faut le reconnaître, il y a avoir l'argent et vivre avec cet argent. Bale aujourd'hui est l'un des footballeurs qui vit le mieux avec son argent. En dehors du fait qu'on pense que l'argent c'est les voitures, le jet privé. Non, Bale vit. Donc, il y a cette façon, il y a cet univers-là. Donc, le foot aujourd'hui, et c'est pour ça que moi je dis tous les jours, je dis ceci en pensant à mon équipe Aigle de Champ, l'équipe de ma ville. J'ai des regrets parce que nous, aujourd'hui, nous sommes à l'étranger. On n'est pas de super hommes. Mais personne ne veut nous écouter. Personne ne vient à nous pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Quand je pense que l'Aigle de Champ descend étant une équipe pauvre, j'aime mal. J'aime mal parce que on n'arrive pas à créer en Afrique. On n'arrive pas à créer en Afrique cette dynamique des clubs. Moi, je dis au Cameroun, chaque club de première division au Cameroun peut ne pas être super riche, mais peut avoir une ossature qui leur permet de résister longtemps et d'avoir des joueurs qui ne sont pas misérables. C'est pas sorcier. Mais on ne veut même pas nous écouter. Pourtant, si nous sommes à l'étranger aujourd'hui, on est venu, on a appris un peu et on sait. Moi, quand je regarde l'Aigle de Champ, l'équipe de ma ville, il ne faut pas être milliardaire pour être président de l'Aigle. Surtout si tu veux juste qu'il se maintienne en première division. Il y a tellement d'astuces pour que cette équipe fasse un minimum de revenus. Mais en Afrique aujourd'hui, on croit encore que tout a été bâti à coups de milliards. Non, tout n'a pas été bâti à coups de milliards. Moi, j'ai joué en Italie, dans une équipe de catégorie basse. J'ai vu comment ça marche. Je suis en contact avec eux. Rien n'est fait là-bas à coups de milliards. Rien. À la base, comme on dit souvent, c'est une idée. Et aujourd'hui, les gens se disent, mais comment Mourinho peut être limogé et gagner plus d'argent? Moi, je vais vous dire, quand tu as des mecs comme Jorge Mendes, comme Raiola, avant d'arriver à Mourinho, je vais vous prendre le cas de Raiola et de Balotelli. Raiola prend Balotelli de Milan. Non, mais Georges, écoute ce que je vais te dire. Tu sais, nous, on est des fans, on regarde juste. Eux, en interne, aujourd'hui, tu vois quand un joueur a un contrat, on te dit, ce joueur a signé 3 ans, la 3e saison se termine peut-être en 2020. Et quand on est déjà en 2018, à 1 an et demi du terme du contrat, on dit, le club commence à dire, faut renouveler si tu veux être avec nous. Pourquoi? Parce que si le gars ne renouvelle pas, il peut terminer l'autre saison et accepter d'être au banc de touche la moitié de la nouvelle saison et partir libre. C'est ce qu'a fait Emre Can à Liverpool. Il aurait pu rapporter beaucoup d'argent à son club vu les prestations qu'il avait. Donc aujourd'hui, les Mourinho, c'est quoi? C'est des gars que à 1 an et demi du terme du contrat, on demande de renouveler. Et nous, on nous dit simplement, le coach, il a renouvelé, le joueur, il a renouvelé. On ne nous dit pas les termes. On ne nous dit pas les termes. Par exemple, c'est vulgairement connu que Messi gagne 50 millions annuels salaire. Mais les journalistes espagnols de Cadena Ser se sont mis à fouiller, ils ont fait de l'investigation. Messi, c'est 100 millions annuels de salaire. 100 millions annuels de salaire. Parce que quoi? Parce qu'au cours des différents renouvellements, ils mettent des clauses, ils mettent des critères que nous, le bas peuple, on ne sait pas. On se limite à nous dire le joueur renouvelé. Qui te dit? Peut-être Mourinho aurait mis une clause du genre, si je passe les 8e de finale de Ligue des Champions et que vous me limogez avant la fin de saison, je coûte 100 millions. Je coûte 100 millions. Alors, si le gars réussit au renouvellement, a fait une proposition comme ça, et que vous l'avez acté, et que le gars vient de sortir des poules, tu avais vu sa joie quand il est sorti des poules, donc il a les 8e à jouer contre le Paris Saint-Germain. On connaît Mourinho. Il va en France, il met le bus devant le goal. Paris ne marque pas. Il revient en Angleterre à moins 5 minutes. Il met un but. Ou bien il gagne au tir au but. Il sort des 8e. Il perd la semaine suivante contre
je sais pas qui, Fulham, dernier du championnat, 2-0 à la maison, et que tu décides, Mourinho, il faut qu'il parte. Tu sais combien il te coûte là? Il te coûte 100 millions. C'est ça qui est charmant dans le métier d'agent aujourd'hui. C'est ça qui est charmant dans ce métier que j'ai embrassé corps et âme, agent de joueur. Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, on articule les clauses. Le peuple ne sait pas, on dit juste, le gars, Viali, il a signé, Balotelli, il a signé, Georges, il a signé, Serge, il a signé. Non, mais on ne vous dit pas les dessous. Les dessous, il y a des choses. Moi, je suis sûr, Mourinho l'aurait dit, je passe les huitièmes de finale, je dépose Manchester en quart de finale, et si vous me limogez avant la fin de saison, je vous coûte 200 millions d'euros. Ah ben, et là, il est à la porte de l'offert. Tu fais quoi? Tu t'en débarrasses avant. Il te coûte moins cher. Je me rappelle Balotelli, parti du Milan AC pour Liverpool. Raoul a mis dans son contrat, si mon joueur, à la mi-saison, n'a pas eu le temps de jeu adéquat pour t'imposer, ça aurait dit que vous ne lui aurez pas donné sa chance, et en le limogeant, vous lui payerez 6 millions d'euros. Liverpool, tellement enthousiaste de la saison de Balotelli, se dit, c'est lui si on va l'avoir. Balotelli, il va s'imposer ici. Ben, le gars arrive, il n'a pas d'hygiène de vie, il n'a jamais rien fait pour mériter d'être titulaire discutable à Liverpool. Il termine un match, le repos, il le fait plutôt en boîte de nuit. Ben, il n'avait pas d'hygiène de vie. Au bout d'un moment, Jürgen Klopp n'en pouvait plus. Alors on n'utilise plus le gars. C'était Brendan Rodgers. Alors on n'utilise plus le gars. Et on ne veut plus de lui. Il est parti en empochant plus d'argent qu'il serait resté au club et aurait gagné. Vu qu'il ne faisait que 2 millions annuels à Liverpool, ce Balotelli à cette période-là. Mais au bout de 4 mois, au moment où il a fallu qu'on le limoge, on lui a versé 6 millions d'euros. Ce qui aurait été son revenu de 3 saisons. Donc, c'est ça la magie des agents. Et Jorge Mendes, qui est le plus connu, est très fort. Raoul, ils sont forts, mais j'ai une liste d'agents de l'ombre qui sont des démons. Pini, Barnett, à ne citer que ces deux-là, on ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas dans le bling-bling, ils ne sont pas trop dans du show. Mais c'est des gars, quand ils t'attachent un contrat, c'est un contrat à la mort. C'est un contrat à la mort. Quand Pini, quand Barnett t'attache un contrat, c'est un contrat à la mort. Donc, c'est des réalités dans ce monde-là. Faut arriver à comprendre que nous sommes des gens, nous lisons la presse le matin qui nous dit « Oh, il a renouvelé, tel il a renouvelé. » Mais faites attention, ce qui est caché derrière les contrats des joueurs, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, il faut le comprendre. Donc ça c'était le cas Mourinho, où je vous dis, les gens disent, Mourinho, il a été limogé de Chelsea. Limogé du Real de Madrid. De nouveau limogé de Chelsea, aujourd'hui de Manchester. Ces 4 limogeages en 11 ans ont rapporté à Mourinho 68 millions d'euros. 68 millions de livres, qui est pratiquement dans les 72 millions d'euros. Est-ce que vous écoutez? C'est-à-dire, aujourd'hui, Mourinho est plus riche grâce aux périodes où il a été dégagé que par des périodes où il a travaillé. Ça se demander si à un moment il n'a pas envie qu'on le chasse. Non, mais c'est pas ça. Le gars n'a pas envie qu'on le chasse. C'est juste que le gars arrive et te dit, ok, je te signe un contrat normal. Je vous rappelle que à la première saison de Mourinho à Manchester, il est tellement brave qu'il gagne l'UEFA. Manchester gagne l'UEFA. Le club est content. On invite Mourinho, qui venait de signer 3 ans, à renouveler. Après l'UEFA gagné, Mourinho refuse de renouveler. Il dit, sa priorité, c'est de mettre Manchester sur le podium pour la Ligue des Champions. Et après avoir gagné l'UEFA, il fait une bonne saison à sa première année. Il est qualifié pour la Ligue des Champions pour la seconde année. Il arrive, on fait une Ligue des Champions avec Manchester l'année dernière. On est éliminé à mi-parcours. Il n'y a pas de problème. Mais tout le monde est content. On a gagné l'Europe. On est en Champions League, même si on n'est pas en finale. Maintenant, on appelle Mourinho, qui lui reste 1 an à la table de négociation. Le gars allait mettre des clauses qui ont fatigué tout le monde aujourd'hui. Je vous dis, je suis sûr, si la direction de Manchester, qui est un club que je suis depuis longtemps, accepte d'acter le départ de Mourinho en 1 semaine, et je vous rappelle que sur la table de Mourinho, à cette trêve, étaient déposés 120 millions d'euros pour qu'il fasse ses recrutements. Une rumeur dit 200 millions.
Mais moi, la source que j'ai eue du newspaper de Manchester, c'est de 120 millions d'euros, qui était la somme qui devait aider Mourinho à renforcer 2 secteurs de jeu qu'il trouvait légers. Il avait besoin d'un nouvel attaquant et d'un défenseur central supplémentaire. Et il n'avait pas prévu de vendre. Il n'a pas prévu de vendre un seul joueur, mais il voulait renforcer à 2 postes. Et il avait une enveloppe de 120 millions d'euros. Bon, maintenant je viens à toi, Georges, qui trouve que Ole Gunnar Solskjaer, est-ce qu'il sera à la hauteur? Je vais te surprendre. Oui, il sera à la hauteur. Tu peux te poser la question de savoir pourquoi Manchester, qui a des anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs, comme Mark Hughes qui vient d'être limogé, qui connaît très bien la maison Manchester pour avoir été meilleur buteur du championnat anglais, étant joueur de Manchester United. Des joueurs comme Roy Keane, qui n'est plus en service, il a laissé l'équipe d'Irlande, qui n'est pas en service, qui sont là. Comme Rio Ferdinand, qui est diplômé et qui n'entraîne pas. Comme Paul Scholes, qui est diplômé et qui est juste commentateur. Je peux te citer 7 joueurs de Manchester qui sont utiles sur les médias, qui sont diplômés et qui n'entraînent pas. Mais pourquoi Ole Gunnar Solskjaer? Parce que ce gars, avec l'équipe B de Manchester, a été un peu comme Guardiola était à l'époque à Manchester. C'est lui qui a fabriqué, je vais te citer des joueurs, qui aujourd'hui, comme Mark Timomey, comme Rashford, c'est cette jeune garde de joueurs que tu as vu comme Fosu Mensah qu'on a envoyé en prêt. Ces jeunes joueurs de Manchester qui ont réussi à intégrer l'équipe première ou bien à jouer la première ligue désormais sont les produits d'Ole Gunnar Solskjaer. Alors je vais te dire un truc en contrepartie. Zidane a fait 1 an et demi à la Masia, à l'équipe à la Primavera de Manchester, du Real de Madrid. Est-ce que tu peux me donner le nom de 2 joueurs qui sont en équipe première, qui sont les produits de Zidane? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Hein. Son fils Lucas Zidane, non. Lucas était international espagnol, donc arriver en équipe première n'a pas été un problème. C'est pas trop papa. Donc, je vous dis, en Europe, ici où nous sommes, on suit la trajectoire des coachs. Un coach qui arrive en équipe réserve. Et qu'est-ce qui avait fait que Guardiola attire les gens à la Masia? C'est-à-dire que tu vois, d'un coup, Guardiola a fait des enfants toquer à la porte de l'équipe première et qui ont été des enfants incroyables. Tu avais Iniesta, qui était son produit. Tu avais Léo Messi. Tu avais Fabregas. Tu avais Piqué. Mais regarde un peu ce que Guardiola a fabriqué en tant que coach de l'équipe réserve. C'est le même cas avec Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer va s'imposer à Manchester. Moi, s'il y a un truc pour lequel je ne doute pas, c'est Ole Gunnar Solskjaer. J'ai douté de Solari au Real, mais je ne doute pas d'Ole Gunnar Solskjaer. C'est le papa de Pogba. C'est lui qui fabrique Pogba en équipe réserve. À l'époque des années Pogba en réserve. C'est lui qui fabrique Rashford. C'est lui qui fabrique Mark Timomey. C'est lui qui fabrique Fosu Mensah. Alors, en football professionnel, si un entraîneur seul arrive même déjà à produire 2 joueurs qui arrivent au sommet, il est respecté. J'ai vu un documentaire sur TF1 sur l'entraîneur de Lens qui a fait progresser... Ouais, le boss, qui a fait progresser Varane. Il n'a pas eu 100 000 joueurs. Il n'a pas eu 100 000 joueurs. Aujourd'hui, il est respecté, c'est pour avoir produit Varane. Varane. Bah Et je vais vous dire, Mourinho passe son temps à courir des grands clubs maintenant. Il aurait pris une équipe nationale. Vous savez pourquoi il traîne à prendre une équipe nationale? Non, parce que Mourinho veut qu'un joueur lève le ballon d'or, étant un joueur qui a donné des résultats sous son règne. Mourinho n'a pas encore fabriqué un ballon d'or. Quand il y a des entraîneurs comme Ancelotti qui en ont fabriqué, il y a 3. Les Capello en ont fabriqué. Zidane en a fabriqué. Guardiola en a fabriqué. Mourinho est incapable de positionner un joueur sur le podium du Ballon d'Or. Et ça date de longtemps. De longtemps. Les seules fois où son joueur était sur le podium, c'est au Real de Madrid, Cristiano Ronaldo derrière Messi. Mais je te dis, ce gars n'a jamais fabriqué un Ballon d'Or. C'est incroyable. Et il a ça dans la conscience. Il se dit chaque année, je prends une grande équipe, je bâtis et quelqu'un va se tirer de là et me tirer vers le haut. Mais il est faible en management des joueurs. Parce qu'il est un psychologue, il veut tout contrôler, à la fin, ça ne donne pas. Mourinho n'a jamais fabriqué un Ballon d'Or et c'est devenu une psychose. Parce qu'en ce moment, avec ses difficultés en tant que coach sur les saisons, il devrait déjà prendre une équipe nationale. Donc ça, c'est le cas Mourinho où je vous dis, si en une semaine, Manchester a décidé de se séparer du gars, je suis sûr que dans son contrat, il y a un truc du genre, je sors des poules, je passe les 8e, ou bien j'ai même Manchester en quart de finale de Ligue des Champions parce qu'ils ne l'ont plus fait depuis peut-être 7 ans.
Et ça me fait 100 millions au cas où je termine par la saison. Alors mieux tu le fais partir maintenant et tu payes 25 millions d'euros plutôt que d'attendre qu'il ait mis l'équipe en quart de finale et que tu aies à payer 100 millions. C'est un calcul, c'est mathématique. C'est mathématique. Ah ouais. Donc ça c'est le jeu. On a parlé du cas Modric Ballon d'Or, on a parlé du Golden Boy, on vient de parler du cas Moreno. Maintenant je vais parler du cas Rabiot du Paris Saint-Germain. Rabiot, c'est un joueur formé au Paris Saint-Germain qui, au cours de sa croissance, tombe sur Laurent Blanc à un moment où il pense que passer pro, il mérite du temps de jeu. Mais Laurent Blanc trouve qu'il a dans son milieu de terrain des joueurs assez forts. Et pour ne pas frustrer Rabiot, qui a un discours avec sa maman et agent de progression, il l'a envoyé à Toulouse. Laurent Blanc n'en avait jamais fait un joueur incontournable. Il est revenu de Toulouse, après Laurent Blanc est parti. Oui, ben, Georgie, je ne dis pas non, je ne vais pas nier. Et je ne vais pas prendre ça comme ça. Est-ce que tu sais que Benitez était coach de Newcastle et Newcastle est allé en deuxième division? Les clubs en Europe, c'est le budget, Georges. Tu n'as pas de budget au championnat anglais, tu es destiné à descendre. Si tu veux, tape sur Google, tu vas voir les budgets du championnat anglais. Tu vas voir que les budgets, les clubs du bas ont un problème fou de budget. Le championnat anglais n'est pas un championnat où on mise beaucoup sur la formation, comme le championnat espagnol et le championnat de France. En France, tu peux avoir une équipe comme Nantes, qui n'a pas forcément un gros budget, mais qui, adossée sur une formation perpétuelle et disciplinée, arrive à fabriquer des petits joueurs qui maintiennent le club à un certain standing, comme à Lyon. Mais tu ne peux pas ça en Angleterre. En Angleterre, c'est un championnat hyper capitaliste, c'est un championnat où on phagocytose les gens. Où on phagocytose les gens, genre. En France et en Espagne, tu ne peux pas des joueurs de formation. Tu vois des équipes comme Villarreal en Espagne qui n'ont pas un gros budget, mais qui, adossés sur la formation, arrivent à tenir longtemps et des années. En France, tu vois ça. Tu as les Toulouse, les Strasbourg, Nantes, Rennes. Des équipes qui ne vont jamais te payer un joueur. Tu ne vas jamais entendre sur le marché des transferts, on te dit que Rennes a payé un joueur à 30 millions. Non. Vu que leur budget déjà est peut-être à 60 millions. J'ai vu le budget de Guingamp l'autre jour, j'ai pleuré. Il est de 37 millions d'euros. Et un génie comme Comboiré a réussi à bosser là-bas. Je ne sais pas ce que ce papa-là veut. Donc, quand tu vois des choses comme ça, Georges, c'est des équipes qui sont obligées de s'adosser sur la formation. Quand tu vois Lille, regarde la saison que Lille fait avec les Jonathan Pépé, Jonathan Iconé, tout ça. Ce n'est que la formation. Et en Angleterre, on n'a pas le temps pour ça. Les équipes qui forment les joueurs pour jouer en championship. On forme les gens pour jouer en championship. Et les équipes premières sont des équipes prêtes qui achètent des joueurs de compétition, des joueurs, des produits finis. Les entraîneurs en Angleterre n'ont pas le temps de se réveiller et venir. C'est les Guardiola qui sont en train d'arriver maintenant avec les clubs et faire que les équipes doivent avoir une structure tactique de l'équipe première au plus bas pour que les joueurs aient une progression dans la philosophie de jeu du coach de l'équipe première. Non, ça n'existait pas avant en Angleterre. Tata, je ne sais pas comment on prend la caméra là, je ne sais pas comment on prend ça. Je ne m'y connais vraiment pas, je te jure. Donc, je ne sais pas comment on prend la caméra. Ah, ok, autorisé. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Football pro, le football pro, c'est ça l'Angleterre. L'Angleterre a cela de différent de l'Espagne. Voilà, Wenger a été le pionnier de cela en Angleterre et c'est pour ça que ça a tellement rapporté de l'argent à Arsenal. Aujourd'hui, Arsenal a la concurrence avec les autres clubs sur ce domaine-là. Et Pochettino même est ennemi à Tottenham parce qu'il est en train de créer une politique de formation aussi déjà à Tottenham. Avec ces joueurs jeunes à qui il inculque une philosophie et que plus tard, ils seront le statut du club et ils rapporteront un gain. Donc, bon, juste, tu sais pourquoi il a eu le succès en Norvège avec Molde? Son succès en Norvège avec Molde, je vais t'expliquer aujourd'hui, Georges. Le football n'est pas seulement aujourd'hui
ce que nous regardons à la télévision, les matchs et tout et tout. Le football a un aspect aujourd'hui. Tu es un grand coach, tu dois avoir un grand préparateur physique. Tu as vu tu es en train de voir l'organigramme que Thierry Henry est en train de fabriquer à Monaco. Il a pris un diététicien, le grand frère de Giroud, qui est diététicien. Il a pris un préparateur physique. Il vient de prendre un coach adjoint, Franck Passy, qui a été un ancien coach principal et adjoint pendant longtemps à Marseille. Donc, Thierry Henry est tellement resté avec Arsène Wenger qu'il a compris que les rouages d'un club, c'est pas le discours de terrain. Parce que le discours de terrain, à 18 ans, tous les enfants l'ont dans la formation qu'on leur a faite. Tous les enfants l'ont. Il est en train de rentrer dans le discours maintenant de l'ossature, qui est quoi? Le joueur qui est un bon diététicien consomme ce qui est compatible avec ce que le préparateur physique fabrique, produit, fournit, démente. Et tout ça, c'est un ensemble. Et les grands clubs ont toujours mis beaucoup trop d'argent pour avoir tout ça. Et cela aussi en fonction des rythmes du championnat. Tu prends un préparateur physique du championnat anglais que tu mets au championnat de France, il aura toutes les difficultés. Il aura toutes les difficultés. Et ainsi va. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu tout ça. Il faut arriver à trouver le juste équilibre et travailler avec les bonnes personnes qui acceptent dans chaque domaine de se cultiver, de se tirer vers le haut pour ça. Bon, les gars, vous savez, comme j'aime à le dire, un direct, s'il est trop long, il devient un souci. Moins long, il est bon. Donc, je vous dis, les gars, s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, posez-les-moi sur la page L'œil de Viali. Je vais aller chercher et je vais faire des directs pour qu'on en parle, comme on vient de faire. Tout le plaisir a été pour moi, je vous le dis toujours. J'aime quand un direct n'est pas trop long, qu'il n'est pas trop lourd et que chacun puisse l'écouter. Donc, merci Océane. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter comme ça. Et d'ici, avec les membres de l'œil avec qui je discute souvent sur la programmation des directs, on discutera de nouveau. Et on va programmer un direct où on parlera des cas des joueurs. Pour ne pas rentrer dans le cas Rabiot aujourd'hui ou le cas Dembélé à Barcelone. Ou, par exemple, aussi le cas Umtiti qui ne fait pas encore du buzz et que je suis allé un peu fouiller à la source. Donc, le prochain direct, je crois, en discutant avec les gars de la cellule de l'œil, on va choisir 3 ou 4 joueurs dont on se penchera sur leur cas personnel. Et aussi, je vais, d'ici la fin de saison, d'ici le prochain direct, savoir ce qui a été articulé autour de clauses de certains entraîneurs. Donc, il y a même la difficulté à limoger malgré les mauvais résultats en ce moment. Océane, non, je ne pense pas. Ce débat dans l'œil amène toujours beaucoup trop de problèmes, mais j'ai ma position. Je ne pense pas que Léo Messi ait besoin d'aller dans un autre club pour prouver sa valeur. Léo Messi a été, au cours de ses 16 ans en tant que professionnel à Barcelone, prouvé jouer contre toutes les meilleures équipes du monde et il a prouvé qu'il était à la hauteur. Aujourd'hui, il a mis assez de temps à Barcelone. Je trouve que partir de Barcelone aujourd'hui à 32 ans pour une nouvelle aventure, c'est plus se mettre lui en difficulté que faire du bien à qui que ce soit. Et il faut qu'il évite de rentrer dans cette guéguerre-là où même Cristiano Ronaldo l'amène en disant qu'il faut s'imposer ailleurs. Non. Quand le football est un sport où quand on est meilleur et ceux qui jouent avec toi savent que tu es meilleur. Paolo Maldini n'a pas eu besoin d'aller dans un autre club pour être sacré comme étant le meilleur arrière-gauche peut-être de tous les temps. Baresi n'a pas eu besoin d'aller ailleurs pour qu'on sache qu'il est l'un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps. Bergomi n'est pas allé ailleurs pour être l'un des meilleurs arrière-droits de tous les temps. Paul Scholes n'est pas allé ailleurs. Donc, les Steven Gerrard n'ont pas eu besoin d'aller ailleurs pour montrer qu'ils étaient au-dessus de la moyenne dans ce qu'ils faisaient. Je ne pense pas. Messi n'en a pas besoin. Quand tu vises le sommet et que tu arrives au sommet, qu'est-ce qui te reste à faire? Il ne faudrait pas que tu ailles dans la gadoue pour prouver que tu peux encore repartir au sommet. C'est comme si, un peu en politique, tu te disais, il faudrait que Barack Obama aille gouverner le Niger pour prouver qu'il est un très bon président. Non. Messi est dans le plus grand club du monde. Si maintenir, c'est déjà une magie. Ronaldinho, avec tout son talent, n'a pas pu y tenir 5 saisons. Et Tofis, malgré toute sa longévité en tant que grand attaquant, il n'y est pas resté plus de 5 saisons. Donc, il faut comprendre que
Le haut niveau a des exigences et Messi a su répondre. Il est dans le meilleur club. Et tant que Barcelone sera un grand club, Messi mérite d'y être. Et si Iniesta, qui est aussi un enfant de la maison, a été écarté à un moment, c'est pourquoi? C'est parce que, à un moment, les grands clubs ont des exigences de rendement. Il y a des stades de rendement. S'il n'en a plus, il n'en a plus. Donc, c'est ça. Le jour où Messi n'aura plus les jambes, Barcelone n'aura pas pitié de lui. Ne croyez pas à ce qu'on vous raconte dans la rue. Quand la politique du club, c'est des clubs capitalistes. Quand tu ne rentres plus dans les critères financiers qu'ils ont à la base, on va se passer de toi. Ça n'a rien à faire. Donc, je dis grand merci pour vous qui avez été là. Et comme je dis, là, on va discuter en interne pour le prochain direct. Mais surtout, ce sera du cas par cas pour des joueurs tels en cible. On a déjà Rabiot, Dembélé, Umtiti et Mario Balotelli, qui sont les 4 cas qu'on étudiera pour le prochain direct qui est probablement entre... Du moins, ce n'est pas moi qui décide, c'est avec tout le monde de la cellule de l'œil. On va en parler et on va trouver la date qu'il faut pour ce direct-là. Je vous dis merci. Quand il est trop loin, direct, il est fatigant, on ne le suit pas. Pourtant, quand on l'ouvre les coups, tout le monde a envie de jeter un coup d'œil. Bien de choses à vous, bonsoir et on reste dans l'œil. Merci bien.